tu as déjà commencé avec la danse ou bien la poésie? Comment? Instrument, et dans le fond, l'instrument n'est que la prolongation de ce que nous sommes à l'intérieur de nous. Selamat pagi semua, saya sekarang berada di Kota Siong, di Kanton Valais. Kota Siong adalah ibu kota dari Kanton Valais. Saya berada tentunya di Swiss ya, tentunya di Swiss. Sekarang saya sedang ditemani oleh seorang artis yang saya kenal sejak tahun 2009 ya. Depuis 2009. Ah oui, depuis 2000. Sekarang saya akan berbicara sedikit tentang siapa Nicole dan karya-karya Nicole di bidang musik dan lain-lainnya. Bonjour Nicole. Bonjour Boudiman. Ça va? Oui, merci Ça fait beaucoup d'être combien avec de nous. temps? Merci, merci. Ça fait combien de temps? La dernière fois c'était 2018, je crois. 2017 même, lorsqu'on a ouvert le centre de Gamelin. Ah c'est d'accord, ça? mais après je fais le vidéo sur Oui, toi, c'est ça. sur le concours de vidéos organisé par le ministre des Affaires étrangères. Je vais montrer l'activité sur un des trois musiques. Avant de parler de notre vie antérieure, j'aimerais surtout parler depuis quand je dis tout à l'heure, nous faire la connaissance. C'est à cause de gamelan justement. Oui, c'est juste, c'est grâce au gamelan qu'on a fait connaissance, parce que j'ai été très interpellée par rapport au gamelan, à cette discipline que je trouve merveilleuse sur le plan artistique, qui mixe d'une part la musique, d'autre part aussi la danse, l'expression, le wayang, une histoire, une épopée. Et j'étais très interpellée parce que moi-même, je travaille avec toutes les disciplines artistiques et je me suis sentie bien. Je me suis sentie bien. D'accord, voilà. D'accord. Tu peux peut-être raconter un petit peu comment tu t'intéresses vraiment à gamelan. Une fois, tu me racontais quelque chose sur Paris, n'est-ce pas? Peut-être que tu peux dans le, oui. Comment dire, un petit raconte de tout ça. Je vais très brièvement sur le sujet pour mener chronologiquement un petit peu cette histoire, mais j'ai été appelée par la Cité de la musique à Paris pour mener un concept pédagogique, éducatif et pédagogique, parce que une personne qui m'avait vu travailler sur un bateau à Paris avec mes élèves avait été interpellée du travail qui était corporel, vocal, musical. Elle m'a dit il faut absolument que je vous parle parce que j'ai un concept à développer avec la Cité de la musique. Et à ce moment-là, moi j'ai immédiatement dit oui, parce que de toute façon je suis un peu la lumière et c'était logique si quelqu'un me pose une question ou veuille faire quelque chose avec nous, que je suive cette lumière. Et donc j'ai été appelée à la Cité de la musique pour mener le projet avec la musique indonésienne, puisque c'était une saison de musique indonésienne. Et là on m'a dit, il faudrait qu'on mène un concept ensemble et vous allez donner un concert en juin et nous donnerons aussi un concert en juin avec le même répertoire, avec le même toc. Et on aurait tous ensemble ainsi le répertoire qui rayonnerait partout dans le monde. Alors évidemment, avec ma nature un peu farfelue, ça m'a énormément plu. Et à partir de là, alors on a formé nos élèves pour mener ce projet avec le gamelan javanais. J'insiste bien avec le gamelan javanais parce que je trouve qu'il a des vibrations extrêmement profondes et qui allaient bien avec l'esprit et la philosophie que nous développions à l'école à ce moment-là et que nous développons par ailleurs toujours. Et à la suite de ce concept qui a été vraiment un merveilleux moment et un spectacle extraordinaire, et ben, nos élèves ont souhaité continuer avec le gamelan javanais. Oui. J'ai oublié, Nicole, et aussi l'éducation basse, c'était pédagogique. Hein? Oui, éducation musicale, exactement. Éducation musicale. Oui, et qui est une formation de base, mais une formation sur laquelle on débute, mais on ne termine jamais. Parce que pour moi, la conception de la musique, c'est on est éducation musicale, travail corps, voix, instrument. Et dans le fond, l'instrument n'est que la prolongation de ce que nous sommes à l'intérieur de nous-mêmes. Ah d'accord. Oui. Est-ce que c'est très intéressant? Comment faire, comment dire, être pédagogique et après se glisser sur le sens artistique? Est-ce que tu as déjà commencé
le travail comme un artiste ou bien comment se fait ça? Bon, déjà, j'ai une conception différente de l'art. Je prétends que déjà tous les enfants sont artistes. Donc, je ne viens qu'éveiller la part artistique en chacun d'eux. Chacun de nous, oui, peut-être. Chacun de nous. Exactement, c'est vraiment ça. C'est un petit peu ma conception, elle va à l'envers du reste du monde. On forme des artistes. Non, on est artiste et on développe le potentiel artistique qu'on a en nous. Oui, chacun a ce potentiel. Et donc, en définitive, plus on éveille tôt les enfants à ce monde artistique, plus on va développer justement son silence intérieur et ce développement de la créativité. De la créativité, d'accord. Déjà commencé avec la danse ou bien la poésie? Quelle faculté, quel le sens artistique que tu montres plus souvent? Le plus souvent, pour moi, je dirais, c'est tout. Tout. Mais ça dépend à quel moment. Par exemple, quand je travaille avec des groupes d'enfants, avec la musique plus spécialement, puis tout d'un coup, on débouche sur le mouvement, puis tout d'un coup, on débouche sur... mais il y a le silence aussi dans la musique, donc on va écouter ce silence. Et depuis très jeune, on apprend justement à écouter ce silence de façon à développer la vie intérieure, parce que l'audition intérieure, pour moi, c'est le noyau le plus important dans la vie artistique. Si on n'est pas dans cette écoute, comme on est maintenant dans cette écoute du jardin, voilà, c'est ça, eh bien, je pense qu'on passe à côté de beaucoup. Parce qu'on peut former les gens scolairement, mais on n'est pas là. En tout cas, moi, je ne suis pas là pour ça. Je me sentirais pas du tout bien, ça. C'est pour ça que je rejoins aussi l'esprit de la philosophie du Gamelan, où on mélange justement toutes ces disciplines, mais sans les mélanger de façon vraiment brouillon, mais vraiment de façon pensée comme étant un tout qui se complète. C'est comme au Gamelan, on a un qui joue au Gender, un qui joue au Saron, et tout ça fait partie d'un tout. Voilà. C'est pour moi, par exemple, dans mon esprit, je ne peux absolument pas cautionner toute compétition dans le monde. Parce que je pense que chacun est complémentaire et donc on ne peut pas se comparer. C'est très important, chacun est complémentaire. Oui, c'est ça. Nous sommes ensemble. Oui, c'est ça. Oui, c'est vraiment ça. C'est pour ça que Boudiman, on s'entend vraiment bien, parce qu'on peut échanger ces informations, enfin, ces inspirations communes, parce que je pense que c'est des inspirations, ce qu'on a, dans le sens qu'on... Moi, j'ai l'impression de recevoir un peu comme des messages intérieurs. C'est un petit peu difficile de parler de ça. Oui, mais pour nous, c'est pas, comment dire, étrange. C'est-à-dire, c'est le mot gotong royong, travailler ensemble. Oui. Pas vraiment travailler, mais tout ensemble. Oui, d'être à l'écoute de chacun de nous. Parce que tu as trouvé ça sur la philosophie de Gamelan, c'est très important. Quelquefois, même des Indonésiennes n'est pas vraiment, comment dire, comprendre de ça. Mais justement, c'est ce que je trouvais beau pour nous, par exemple, et là, je peux aussi louer le travail de Timothée, mon fils, qui est ethnomusicologue, qui a fait cette formation d'ethnomusicologie à la suite de toute cette démarche, il faut bien le relever, tient absolument à cœur d'être vers la tradition. Et je pense que toujours il faut construire sur la tradition, ça veut dire sur les épaules des précédents. Il y a beaucoup de gens, même sur le plan politique, qui pensent tout déconstruire pour reconstruire. Moi, je ne suis pas du tout de cette mouvance-là. Je pense sincèrement qu'il faut construire sur les épaules des précédents. Et donc, voilà, cette philosophie, elle nous parlait, comme nous prônions une certaine philosophie à l'école. Cette philosophie nous parlait, c'est là-dessus qu'on a construit. C'est ça la beauté aussi de la rencontre. Oui, parce que la poésie, pour moi, c'est déjà une inspiration à quelque part. C'est comme je parlais de l'éducation musicale tout à l'heure. On forme l'être humain et finalement l'instrument est la prolongation. Alors c'est la même chose. Le poète, on est tous poètes si on veut bien. Et on développe cette poésie comme étant la prolongation de soi-même. Alors à un moment donné, peut-être le mot va surgir. Et c'est ça qu'il faut savoir écouter, je pense. Quand tu as commencé de d'écrire,
Moi, en je poésie? pense que j'avais beaucoup de silence poétique en moi avant de faire surgir le mot. Et puis tout d'un coup, étant musicienne, je me suis amusée aux jeux de sonorité. Ben voilà, qu'est-ce qui rime avec violon? Il y a peut-être Léon, il y a peut-être d'autres mots qui riment. Et puis je me suis amusée à ces jeux de sonorité comme ça en me disant, ah, puis il y a celui-là, ah, puis il y a celui-là, puis il y a celui-là. Mais en définitive, ce mot-là, est-ce qu'il est poétique? Parce que je trouve aussi qu'il y a des mots qui sont poétiques. Et il y en a de ceux qui le sont moins. Et ça dépend aussi qu'est-ce qu'on veut transmettre par la poésie. Et moi, je ne sais pas ce que je veux transmettre, si ce n'est que j'écoute ce qui surgit au fond de moi-même. Ah, ok. Alors, tu commences pas spécialement sur la poésie, mais tu as l'écoute des mots que tu construis. Oui, Après, ça devient des oui, mots intérieurs, des mots oui. poèmes, des poèmes. Oui, dans le sens que, par exemple, je parle beaucoup du silence, mais si je lance, par exemple, une pierre au milieu d'une mare et je dis silence, eh bien, il y aura un écho du mot silence. Oh Comme là. si je relance une autre pierre et je dis inspiration, et il y a un autre mot qui va surgir. Oh là là, oui. Et c'est un très peu ça. intéressant. C'est un peu très ça. intéressant. C'est pour ça que je pense en définitive qu'un seul mot peut être Ouais, poétique. ouais, ouais. Et ça dépend à quel moment du jour, de la nuit, de la saison, Ouais. de l'année. Tout le monde est poète. Il faut juste laisser vibrer le son. Oui. Oui, un mot vibratoire Oh, d'une vibratoire. part, et après je le construis avec ce qui va avec, en définitive. Et puis, une fois que je l'ai entendu à l'intérieur, je le lis fort pour savoir quel impact il peut avoir sur le reste du monde. Parce que l'objectif, c'est aussi de transmettre la poésie Ouais. et puis qu'elle s'adresse à toutes les générations. C'est pour ça que je prétends, mais peut-être avec prétention, mais je ne le souhaiterais pas, qu'un mot peut éveiller en une personne une créativité extraordinaire ou même une spiritualité. Parce que dans le mot créativité et spiritualité, on a vraiment cette entente mutuelle. Ouais. Et ça, dès qu'on est dans cet état vibratoire, en définitive, un mot comme un son vibre partout où on est. Ouais. Vraiment, l'amour, c'est cette notion profonde. L'art, c'est cette notion profonde également. La musique, c'est cette notion profonde. La danse, c'est la calligraphie, c'est cette notion profonde. Et ça demande, une fois de plus, comme on en a parlé tout à l'heure, d'un silence extrêmement profond. Extrêmement profond. Et donc un silence profond et élevant. Et on est sur cette verticalité. Alors nous, dans ce monde-là, horizontal, on est sur cette verticalité. Et on a tout là, je pense. Enfin, disons, on va vers le tout. Moi, j'ai souhaité y greffer de la poésie indonésienne. Ouais. Alors, j'ai fait déjà toute une recherche parce que c'est vrai que de chercher, de trouver les poètes indonésiens et de l'intégrer dans le CD, c'était déjà une première démarche, je dirais. Et après, là-bas sur place, c'est vrai qu'on se retrouve nouveau emballé dans cette beauté. Parce que parlons de beauté, parce que là, une fois de plus, quand on parle de, justement de l'art, de l'amour, de l'aspect divin, on parle aussi de la beauté du suprême et de la noblesse, et aussi de la finesse et de la sagesse. Et alors, dans ce rapport de la nature en Indonésie, c'est vrai que ça ne peut que vibrer. Ça ne peut que vibrer. Donc c'est vrai qu'on a souhaité, nous, aller avec le groupe là-bas. On a été avec des élèves, on s'est produit aussi. Donc on a eu des moments de groupe et on a eu aussi des moments où on pouvait apprécier la nature. Alors quand on est dans un espace-temps, peut surgir, par exemple, je prends n'importe quoi là, mais par exemple là on est dans le cosmos, là on est dans le mouvement. Là, on est dans le monument parce que c'est sur cette base-là qu'on construit. Ça, c'est Petra en Jordanie. Là, c'est un cloître. C'est tous des états de... C'est l'animal connu à l'Indonésie. C'est tous des états où on peut vraiment se dire, ça implique pour moi un aboutissement. Alors c'est pour ça que moi, dans les phases artistiques que je développe plus spécialement, il y a l'écriture du texte, il y a
le dessin du texte sous forme de calligramme, justement. Alors calligramme, gramme, ça veut dire le fait de mettre la lettre en mouvement. Et puis on a l'enregistrement, pour moi, dans la phase de continuité, l'enregistrement en studio, et après la mise en film. Donc j'ai toujours ces 4 processus-là. Ce qui veut dire qu'une fois que tout est terminé, eh bien, il y a le lien ou le codage que le lecteur peut avoir par l'auteur lui-même. Il peut entendre la voix de celui qui a écrit. Parce que moi, je trouve que très souvent, et j'ai été invitée à faire une exposition une fois à Paris-Sorbonne de mes calligrammes, et après il y avait des comédiens qui lisaient les textes, mais je me suis dit, mais moi, j'aimerais pas qu'on lise mon texte de cette façon-là. Non, vraiment pas. Même s'il y a moins d'expression, il est plus intime, il est plus intérieur, et j'aimerais pouvoir le lire comme je le sens moi. C'est pour ça que j'ai eu cette idée de lire moi mes textes, de les enregistrer et de les mettre en film de façon à ce qu'on entende la voix de l'auteur. Alors il y a toutes ces phases qui aboutissent justement sur comme je montrais là, le codage ou le lien informatique de façon à ce qu'on entende le texte et qu'on voit le calligramme. Merci beaucoup. Parce que chez nous, à l'Indonésie, on connaît le calligramme, mais on écrit surtout la source de calligramme, c'est le mot, comment dire, spirituel de Coran. Oui. Le Coran. Mais il y a un ensemble, parce que moi, le mot que tu fais en calligramme, c'est le mot comment dire, de grands mots sur nous, et sur toi, et sur ta vie spirituelle. Oui. C'est pourquoi j'aimerais vraiment te présenter ton calligramme à l'Indonésie, parce que il y a un rassemblement, comment on dit, un rassemblé entre la même spiritualité, entre le calligramme à l'Indonésie qu'on connaît et calligramme que tu construis par tes mots de poésie. Et des mots, c'est spirituel, ça. Oh, oui, complètement. Par exemple, si je lis une phrase poétique que j'ai écrite, des fois je peux la lire et la dessiner en même temps. Et on ne sait pas ce qui va surgir. J'ai aucune idée de ce qui peut surgir de ça. Et ça, souvent, je me suis dit, je prends un bloc-notes complètement vide et je lis en même temps et je fais un mouvement. Et ça veut dire que très souvent, peut-être, pour cette phrase-là, je peux me retrouver avec le même mouvement. Donc c'est vraiment la preuve de cette spiritualité. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, ça peut rejoindre certaines choses dans la calligraphie où le manuscrit a toute son importance justement par le fait que le manuscrit, c'est le transmetteur de la personne directe. Et une fois de plus, comme j'expliquais tout à l'heure avec le gamelan, l'éducation musicale ou autre, ce n'est que la prolongation de ce que nous sommes. Là, c'est la même chose, le feutre, le fuseau, tout ce qu'on a en main, la plume pour transmettre le mouvement écrit, ce n'est que la prolongation de ce que nous ressentons à l'intérieur. Et c'est la raison pour laquelle, depuis le début, il m'a été impossible d'écrire un mot qu'à l'horizontale, mais impossible. Je me souviens de ça comme étant, comme on dirait de nos jours, un vaccin. Ça m'a marqué un sceau. Moi là, j'ai mis un sceau sur mon cœur, sur mon âme. Un mot ne peut pas être écrit de la même façon toutes les fois. Ça veut dire, si je prends le mot amour, il ne pourra pas être écrit comme le mot chameau à l'horizontale. Il faut qu'il prenne un mouvement. Devant nous, il y a plusieurs livres. Tu m'expliques. Peut-être il y a quelqu'un à l'Indonésie qui s'intéresse vraiment. Moi, je trouve, je me sens, comment dire, très important que des Indonésiennes peuvent lire tout ça, parce qu'il y a riche de spiritualité pour moi. Alors, tu m'expliques? Bon, déjà, c'est vrai que j'ai eu la chance par Madame Lingga Hakim. Voilà, exactement. Elle était l'ambassadeur indonésienne pour la Suisse.
Oui, j'ai une chance énorme qu'elle ait traduit passablement de mes textes. Ouais. Et ça Et c'est je elle lui dois... qui Oui, traduit. Oh là. oui, oui, et je lui dois énormément à ces niveaux-là et à tant d'autres, hein, on peut le dire, et à tant d'autres, de toute la générosité. Et là, quand on parle de générosité, on est aussi au cœur de l'amour. Ouais. Voilà. Ouais. Alors, c'est vrai que, par exemple, pour moi, quand j'écris un texte en langue française, c'est important qu'il puisse être aussi transmissible pour toutes les générations d'une part. Et là, j'ai aussi la chance d'avoir été traduite dans des langues invraisemblables comme araméen, arabe, vraiment toutes sortes de langues. Et donc, comme on parlait de l'indonésien, c'est vrai que c'est extrêmement touchant d'entendre ces textes dans des langues différentes. Ouais. Et là, dans le cas présent, ce recueil qui a énormément de poèmes dedans, je ne sais même plus la quantité exacte, il s'appelle « Lune, soleil de l'âme ». Wow. Et je trouve qu'à travers les ombres et lumières, on dit beaucoup de choses à travers. Et d'ailleurs, j'ai souhaité qu'il y ait des couleurs différentes entre la lune qui est grise, le soleil qui est jaune et puis l'âme qui est de couleur sanguine. On voit, c'est la danse, hein? C'est la danse de mots comme ça. Oui, 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 tout danse, tout danse. Alors, chaque fois qu'on a le mot lune, soleil ou âme, eh bien, ils sont également de couleur. Alors, on verra voilà, voilà, on vraiment, a des calligrammes différents, mais peut-être, je ne sais plus si c'est page 188, celui de l'Indonésie, on va essayer de chercher, parce que c'est vrai que c'est un gros recueil, et en définitive, ce n'est pas un recueil à lire comme ça, mais c'est un recueil qu'on laisse chez soi, et qu'un jour, peut-être on ouvre, on le laisse déposer, on ouvre de temps en temps, et il y a peut-être un mot qui surgit, et c'est celui-là, justement, qui va être poétique. Je ne sais pas si c'est 188, peut-être, on va chercher. Je ne sais plus dans tout ce grand recueil où c'est qui se trouve plus spécialement, 188, peut-être. C'est ça. C'est ça. Alors, atmosphère indonésienne. Et là, dans le cas présent, ça a été traduit en anglais. Alors, c'était aussi important, justement, pour nous d'avoir cette transmission dite dans la langue internationale. On ne sait pas pourquoi, hein, en anglais. Malheureusement, un jour, ça sera... Il y a peu d'Indonésiens qui parlent français. Ouais, alors... c'est ça, et c'était très important. Alors là, dans le cas présent, donc ça a été traduit en anglais. Et j'ai aussi dessiné le calligramme, si on tourne la page suivante, qui comprend des motifs du batik, du batik indonésien. Et pour moi, c'est exactement ce que le texte représente, à savoir que tout est vie, tout est mouvement, on le voit bien, ce mouvement-là. Dans la nature, on le retrouve, dans la vie intérieure, parce que nous sommes une mer intérieure, Budiman. Et alors en Indonésie, on est comblé en parlant de mer et d'océan. Oui, semuanya itu adalah kata-kata ya. Ini kata-kata yang ditulis dalam bentuk kaligrafi dan bentuknya batik ya. Jadi kata-kata ini adalah dari karyanya Nicole tentang Indonesia, ya, yang tadi itu kita lihat, dan ini dibuat kaligrafi dalam bentuk batik. Ini sebuah c'est vraiment incroyable. Pour moi, c'était vraiment... Mais pour moi aussi, c'est incroyable, parce que si on n'avait pas suivi la lumière, j'aurais peut-être jamais eu ce calligramme. C'est ça qui est merveilleux. C'est justement quand on parlait de construire sur les épaules des précédents. Voilà, nous, on découvre ce magnifique archipel qu'est l'Indonésie. On est inspiré par ça, mais il faut écouter ce qui s'y passe. Et puis quand on voit la beauté du batik... Eh bien, c'est juste merveilleux. Donc, il fallait absolument pour moi qu'un texte indonésien soit intégré dans Lune, Soleil de l'âme, parce qu'on est vraiment dans cette vibration du cosmos. Alors, on peut voir, on peut connecter sur Internet. Oui. Voilà, c'est l'adresse www.nicolecope.com. Poème et puis atmosphère. Oui. Alors, c'est ça, c'est
très Oui. important de mentionner. Oui, et puis il faut relever justement que quand j'ai souhaité faire ce long texte, il Ouais. fallait avoir beaucoup d'images pour représenter ce long Ouais. texte. Ouais. Et j'ai eu la chance, une fois de plus, Ouais. grâce à Madame Hakim, Oh, d'avoir les images merci. avec les droits du ministère du gouvernement de l'État indonésien. Terima kasih Ibu Lingga. Ibu Lingga sudah membantu Nicole. Merci beaucoup. Merci. Alors ça Après veut dire la... que là, on pouvait vraiment imager Oui. ce texte-là avec des images réelles de l'Indonésie. Oui. Et pour moi, c'était important de l'intégrer dans ce grand recueil, Oui. qui est le travail d'une dizaine d'années quand même. Il y a une Combien dizaine d'années? Là, parce que moi, j'avais édité Souffle d'or sur une mer rouge Ouais. 10 ans avant celui-là. 10 ans Donc avant. là, après, j'ai laissé reposer en me disant oui, l'édition, il faut quand même que je sois en accord avec tout ce qu'on me propose. J'ai des idées précises, je laisse reposer, on va voir. Bon, j'ai eu extrêmement de chance parce que Souffle d'or sur une mer rouge était édité avec Monsef Chebi de Tunis et ses éditions arabesques qui sont... et lui, c'est un type extraordinaire avec qui je m'entends merveilleusement bien. Et c'est alors que je me suis dit qu'il fallait absolument poursuivre l'édition par ce biais. Peut-être on doit mentionner aussi la maison d'éditeurs ici. Édité à Paris, disons, les livres sont faits en Italie et sont édités en Italie, mais avec la connivence de ces deux maisons d'édition. Oui. Et dans les livres suivants, comme nous-mêmes à 1, 2, 3 Musiques, on a aussi notre propre maison d'édition, on a édité aussi avec 1, 2, 3 manuscrits. Manuscrits, parce que là, une fois de plus, le calligramme a de l'importance. Et donc, nous, on a souhaité garder le mot 1, 2, 3, parce que c'est la base de l'école, 1, 2, 3, mais cette fois, c'est 1, 2, 3 manuscrits. Alors, c'est le dernier livre de Nicole. Hein? Oui, alors là, c'est les poèmes de l'attachement et correspondance poignante entre deux êtres dans l'amour. Et là, on parle justement de deux êtres avec qui cette connivence, cet amour divin était des moments de partage extrême dans les milieux artistiques. Je parle bien des milieux artistiques parce que ça m'est arrivé très souvent d'avoir des relations extrêmement profondes avec des artistes extrêmement profonds. D'accord. Et tout d'un coup, peut-être que c'était la seule personne avec qui on avait le lien, pas nécessairement avec le reste de la famille. Et tout d'un coup, peut-être cette personne n'est plus au bout du fil. Et en définitive, elle est justement dans d'autres... Alors, est-ce là? Et là, alors oui, là c'est les actes des colloques de la Sardaigne, qui est édité sur le thème de la poésie contemporaine. Ah, d'accord. Et j'ai été invitée comme conférencière aussi à parler justement du calligramme. Alors le calligramme dans toute sa beauté, qui est pour moi, bien sûr, qui comprend le manuscrit, le mot, la forme, l'esprit et toute la beauté justement qui ressurgit du manuscrit. Parce que le manuscrit, une fois de plus, c'est comme on parle, c'est l'authenticité, la personne qui prend avec une certaine manière la plume ou le feutre ou n'importe quel transmetteur qui n'est que la prolongation de ce qu'il est, comme pour le musicien, la prolongation de sa vie intérieure. Et c'est là qu'au moment où on dessine, là je dirais, sur le plan technique par exemple, c'est d'étudier la grandeur de la mine. Ah oui, avec ce texte, c'est cette grandeur-là. Parce que si on commence et qu'on s'est trompé, eh bien c'est faux. C'est pour ça qu'avant, un calligramme, par exemple, pour moi, c'est le silence total. Le silence total. Et puis une tranquillité extrême qui m'est nécessaire avant de prendre là. Voilà. J'observe, je me concentre, je suis ailleurs. Et je dois étudier par où je commence. Parce que si je me trompe, c'est terminé. Et c'est terminé, mais terminé parce que je sais que je ne le ferai pas une deuxième fois. Je ne recommencerai pas le même calligramme. Je le laisserai celui-là. Il ne sera pas abouti. Donc ça me demande une écoute intérieure immesurable dans le sens du silence. Combien d'heures tu fais ça? À l'écoute intérieure, alors, tu as besoin par exemple, de combien moi, chaque fois que je vais faire un calligramme, donc je m'installe. Et c'est très étrange parce que on est comme... je pourrais parler de ça presque comme dans une prière.
Et il y a devant moi une palette de feutres, parce que moi je travaille avec des feutres à différentes grandeurs, pointes, disons, et je prends un après l'autre. Et une fois que j'ai choisi, je pose. Et là, je suis là, et je commence. Et si je commence, et je commence juste, alors ça surgit. Ouais. Ça peut aller assez vite. Mais il ne faut pas oublier que le calligramme, c'est un travail excessivement difficile sur le plan corporel. Parce qu'on est là, on est là, on est là, on doit bouger dans tous les sens. Et je dirais presque, au grand étonnement, c'est presque plus pénible de faire un calligramme que de danser 1 heure de temps, sur le plan physique. J'ai toujours été très étonnée de ça. À quel point, parce que non seulement on est dans cette concentration, mais voilà, on suit le mouvement, donc on danse avec le mot, on doit incliner, on doit revenir. Et surtout, il faut poser la base, parce que par exemple, là, quand je dessine un monument, si je ne pose pas la base elle est là, par exemple, ici, très clairement, elle est là. Je ne peux rien construire dessus. C'est pour ça que tout à l'heure, on parlait de construire sur les épaules des précédents. Et bien moi, je suis vraiment dans cette mouvance-là. Si je ne pose pas la base au niveau du calligramme, je ne peux pas le réaliser. Donc c'est faux de penser déconstruire pour reconstruire. Il faut construire sur ce qui est déjà là. Nous arrivons dans la dernière phase de cette interview. Quel souhait aimeriez-vous dire un message pour notre amie indonésienne qui n'a jamais connaître la Suisse, la poésie, la poème, la musique de toi? Quel message aimeriez-vous transmettre? Déjà, excusez-moi, mais ma sensibilité fait que j'ai les larmes rien que par la question. Merci beaucoup, Budiman, pour ce moment passé ensemble. Moi, ce que j'évoquerai simplement, c'est de laisser parler son intérieur profond, d'être en dehors de la mondanité, pour laisser ressurgir ce qu'est réellement l'art à sa dimension suprême. Merci Nicole, merci Budiman. beaucoup. Peut-être on va finir par d'être silencieux ensemble, à l'écoute de nos âmes. Tu es d'accord? Merci beaucoup. Ok, 1 minute comme ça. Merci beaucoup.